Bonjour à tous, nous revoici dans une vidéo. Nous avions parlé de l'intégration et fait une présentation de la notion d'intégration. Je reprends aussi dans les grandes idées que j'ai peut-être pas assez développées, hein, c'est que les sommations, donc avec le symbole sigma, permet de sommer des phénomènes discrets qu'on peut comptabiliser, alors que les intégrales permettent de sommer, entre guillemets, un phénomène continu. Pour revenir sur une différence entre les deux. Alors on va aujourd'hui beaucoup régulièrement parler de somme finie avec le symbole sigma et d'intégrale. Alors, donc le thème d'aujourd'hui, c'est parler d'abord des sommes de Riemann. Donc on les a introduits la dernière fois. On va voir le résultat sur les sommes de Riemann. Et puis ensuite et surtout, le centre du propos aujourd'hui, c'est le théorème fondamental de l'intégration. Alors, on va donc revenir sur les sommes de Riemann. On avait défini les sommes de Riemann. Et donc, premier résultat sur les sommes de Riemann, le résultat sur les sommes de Riemann, en fait, c'est que si on a une somme de Riemann Rn, donc qui est définie pour une fonction continue sur un segment AB, peut-être de temps en temps dans la précédente vidéo, j'ai pas toujours dit on était sur un segment, mais on n'intègre que sur un segment. Riemann, c'est sur un segment, pas un ensemble infini. Pas 0 plus l'infini, par exemple. Donc, on a une fonction f continue sur un segment. On définit sa somme de Riemann avec un pas constant, on en avait parlé, donc le pas étant b-1 sur n. Il y a n sous-intervalle de AB. Et bien, la somme de Riemann converge quand n tend vers plus l'infini et converge vers l'intégrale de f entre a et b. Donc la somme de Riemann est représentée sur la figure au-dessus. J'en avais parlé la dernière fois. Je vous conseille de retourner la voir. Démontrons ce résultat essentiel donc sur les sommes de Riemann. Le résultat général pour les fonctions continues ne sera pas démontré. Nous, on va se placer dans le cadre des fonctions de classe C1, donc c'est un petit peu plus facile, sinon la démonstration générale est beaucoup plus longue et beaucoup plus complexe. Mais déjà, il y a beaucoup d'idées intéressantes dans la preuve qu'on va voir ici. Donc, pour une fonction de classe C1, c'est-à-dire la fonction est continue, en plus dérivable, et en plus la dérivée est continue. Alors justement, puisque la dérivée est continue, on se place sur le segment AB et une fonction continue sur un segment est bornée et atteint ses bornes. Résultat très important de l'analyse. Donc, la fonction f' étant continue sur AB, elle est bornée et atteint ses bornes, donc le sub de f' sur AB existe, on peut l'appeler grand M, et ce sub est en fait un max. Peu importe, on a au moins un sub, en tout cas c'est majoré. Donc il existe parce que, voilà, donc je réexplique après parce que la fonction donc, est continue sur le segment AB. Maintenant, on prend dans un petit intervalle, donc un intervalle de la forme xk plus 1. On est dans un sous-intervalle de AB, xk plus 1. On va regarder donc pour un t qui est entre xk et xk plus 1, la différence en valeur absolue entre f de t et f de xk. Cette différence, puisque petit f est une primitive de f', eh bien on peut l'écrire f' de u du comprise entre xk et t, donc intégrée entre xk et t. La valeur absolue de l'intégrale, on la majore par l'intégrale de la valeur absolue, et ensuite f', on majore f' par grand M. Donc on a la majoration de f' par grand M multipliée par la longueur de l'intervalle ici, mais puisque on est sur un petit intervalle xk, xk plus 1 et le t est à l'intérieur, la différence t moins xk est majorée par la longueur de l'intervalle, mais la longueur de l'intervalle, c'est notre pas d'intégration, c'est b-1 sur n. Alors, une fois qu'on est là, on va donc regarder maintenant, autre résultat un petit peu préliminaire, hein, la différence entre l'intégrale entre xk et xk plus 1 de f de t moins f de xk. Alors vous allez voir pourquoi ceci est intéressant. On majore à nouveau la valeur absolue de l'intégrale par l'intégrale de la valeur absolue. Ensuite, on utilise le résultat précédent, le f de t moins f de xk est majoré par grand M b-1 sur n qu'on retrouve ici. Et donc, puisqu'on intègre entre xk et xk plus 1, on intègre une fonction constante. Donc, l'intégrale de la fonction constante, c'est la valeur de la constante multipliée par
la longueur de l'intégrale, enfin la longueur du segment sur lequel on intègre, c'est-à-dire la longueur entre xk plus 1 moins xk, c'est-à-dire à nouveau b moins a sur n, qui est le pas d'intégration. Donc on a du b moins a sur n qui apparaît au carré ici. Et maintenant on va sommer ceci. Alors, ce qu'on veut démontrer, c'est quoi? Je remonte un petit peu. Ce qu'on veut démontrer, c'est que la somme Rn, donc on a un processus sommatoire ici, tend vers une intégrale. Donc on a fait un lien entre un processus sommatoire et une intégrale. Comment démontrer que l'un tend vers l'autre? Grande méthode à retenir, grand principe. On effectue la différence et on va regarder la valeur absolue de la différence. Vraiment, ça c'est une idée qui va être très très souvent réutilisée. Donc on effectue la différence entre l'intégrale de f et Rn, la somme de Riemann. L'intégrale de f, on la décompose avec Charles en somme de ces intégrales sur xk plus 1. Le Rn, on le remplace par sa valeur, c'est donc b-1 sur n, somme de k égale 0 à n-1 des f de xk. Deuxième idée importante de cette démonstration, voilà pourquoi elle est pas intéressante, c'est qu'on va remplacer les sommes ici par des intégrales. Alors comment? Eh bien, chaque terme d'une somme va être interprété comme b-1 sur n, une largeur, f de xk, une hauteur, donc c'est-à-dire géométriquement, on a une aire de rectangle ici, le symbole sigma étant mis en facteur, hein, et donc cette aire de rectangle, on l'interprète comme une intégrale. L'intégrale entre xk et xk plus 1, c'est la longueur du pas, et fois f de xk, qui est la hauteur. Donc, on se retrouve avec la somme, on a sorti le symbole sigma, on l'a factorisé, des différences, enfin des intégrales des différences f de t moins f de xk dt. F de xk est constant, on intègre par rapport à la variable t. La valeur absolue de la somme est majorée par la somme des valeurs absolues. Et maintenant, on réutilise le résultat précédent, c'est que la valeur absolue donc, de chacune de ces intégrales-là est majorée par b-a au carré sur n au carré fois grand M. Donc on a le grand M, le b-a au carré, mais j'ai bien dit chacune de ces intégrales. Il y en a n au total. Donc c'est n fois cette somme-là. Et donc on a le n au carré d'ici qui disparaît, on retrouve n au dénominateur, et quand n tend vers plus l'infini, la différence entre les deux tend vers 0, donc on a bien Rn qui tend vers l'intégrale. Le résultat sur les sommes de Riemann est démontré, il y aura des exercices là-dessus. Donc on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, une des parties fondamentales, c'est de faire le lien entre intégrale et primitive, et donc de considérer, la fonction qui est ici, c'est-à-dire une fonction définie par une intégrale qui dépend d'une borne. Regardez la variable qu'on utilise pour définir la fonction fa se retrouve sur la borne supérieure de l'intégrale. Alors, cette fonction, donc fa, est extrêmement importante. On peut l'illustrer ici par exemple. Voilà, j'ai une fonction, je l'appelais petit g ici, mais ça pourrait être petit f. Et donc, quand on intègre entre, ici j'ai pris 0 et x, c'est x qui varie. Et donc la valeur de l'intégrale, est ici notée petit b, j'aurais pu l'appeler autrement, peut-être intégrale. Voilà, donc la valeur de b varie, suivant entre quoi et quoi on intègre. Reprenons le cours. Donc, on est ici, et on va regarder cette fonction fa. Regardons pour un y qui est dans i. Alors i c'est quoi? Donc on a une fonction fa qui est définie sur i à valeur dans r. Donc la fonction je m'oubliais, soit petit f qui est continue sur un intervalle i et i. Donc un intervalle sur lequel la fonction f est continue. C'est ce qui permet d'intégrer bien entendu. Et petit a est dans cet intervalle. Petit y aussi. Donc on regarde la différence fa de x moins fa de y. C'est donc l'intégrale de ax de f moins l'intégrale de ay de f. Moins l'intégrale de ay, on l'écrit plus l'intégrale de y à a. Et avec Charles, on se retrouve avec l'intégrale de y ax de f. Maintenant, en valeur absolue, on a donc la valeur absolue d'une intégrale qu'on peut majorer par l'intégrale de la valeur absolue. Mais attention, on ne sait pas si y est plus petit ou plus grand que x. On est obligé donc de remettre une deuxième valeur absolue autour, puisque peut-être que
l'intégrale de y à x étant égale à moins l'intégrale de x à y, on ne sait pas si on a un nombre positif en regardant uniquement ceci, j'arrive pas trop, enfin bref, entre l'intégrale et le dt. C'est ce que j'ai expliqué dans la remarque en dessous. Continuons à regarder fa de x moins fa de y, la différence donc de fa sur deux points potentiellement assez proches. On le majore donc par la valeur absolue de l'intégrale de la valeur absolue de f. Mais, de plus, comme la fonction f est continue sur i, donc entre x et y, elle est continue. Et donc on peut considérer entre x et y, donc le max de la fonction f, qui est le sup, puisque on a une fonction continue sur un segment. Donc, on peut majorer la valeur absolue de f par un certain max qu'on l'appelait k. Donc, l'intégrale ici, c'est une fonction constante qu'on intègre à nouveau. On retrouve des fonctions constantes qu'on intègre, et donc c'est la valeur de la constante fois la longueur de l'intégrale, qui est la valeur absolue de x moins y. Regardez ce qu'on a obtenu ici. On a obtenu la valeur absolue de fa de x moins fa de y est majorée par k fois x moins y. Ça devrait vous rappeler quelque chose. C'est exactement les fonctions k-lipschitziennes. Donc on a démontré que si petit f est continu sur i, si on se donne une fonction grand fa avec un a donc qui est dans i, eh bien la fonction grand fa est lipschitzienne sur n'importe quel intervalle ab. Donc si elle est lipschitzienne, elle est continue sur n'importe quel intervalle. Si elle est continue sur n'importe quel intervalle de i, c'est donc qu'elle est continue sur i. Voilà un premier résultat. Et une méthode aussi intéressante ici qui est pour prouver la continuité sur un intervalle tout entier. On ne prouve pas la continuité directement sur l'intervalle tout entier, on prouve la continuité sur chaque segment inclus dans l'intervalle. Si la fonction est continue sur chaque segment inclus dans l'intervalle, la fonction est continue sur l'intervalle tout entier. Mais la continuité, c'est pas mal, mais on peut espérer un petit peu mieux. Et effectivement, on a mieux. C'est le théorème fondamental du calcul intégral qui dit qu'avec les mêmes conditions, c'est-à-dire uniquement si la fonction f est continue, dans ces cas-là, la fonction fa, toujours la même, est non seulement continue, mais en plus est dérivable. Et en plus, on connaît la dérivée. La dérivée, c'est la fonction petit f. Je réinsiste, la variable fa qui permet de définir x est présente sur la borne supérieure de l'intégrale. Démontrons ce résultat. Que veut-on démontrer? On veut démontrer que fa est dérivable, que sa dérivée est petit f. On va regarder la dérivée en chacun des points. Alors donc on va prendre un x0 qui est dans l'intervalle i, et on va démontrer que fa' de x0 existe, et qu'il est égal à fa de x0. Donc il faut démontrer que le taux d'accroissement fa de x moins fa de x0 sur x moins x0 admet une limite finie, et en plus, cette limite, on affirme que c'est f de x0. On utilise la même technique que dans la démonstration précédente, c'est-à-dire que pour démontrer qu'une limite est égale à une certaine valeur, on effectue la différence, et on va regarder la valeur absolue de la différence, et on regarde ce qui se passe sur cette différence quand petit x tend vers petit x0. fa de x moins fa de x0. Vous remplacez fa par sa valeur intégrale, c'est une différence de deux intégrales, on a fait le calcul tout à l'heure, c'est l'intégrale entre x0 et x de petit f. On divise ceci par x moins x0, on a donc le morceau qui est ici. Petit f de x0, on le soustrait à une intégrale. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Eh bien, juste comme on l'a fait précédemment, on va transformer ce nombre-là, tout à l'heure c'était une somme, on va le transformer en une intégrale. x0 est une constante, eh bien on divise par x moins x0, on remultiplie par x moins x0. On divise, vous le voyez ici, on remultiplie, pourquoi? Parce que ceci, c'est l'intégrale d'une fonction constante entre x0 et x. L'intégrale d'une fonction constante, c'est la longueur du pas, donc l'intervalle sur lequel on intègre, fois la valeur de la constante. On se retrouve donc avec 1 sur x moins x0 qu'on peut factoriser, et deux intégrales entre x moins x0. On peut donc regrouper, utiliser la linéarité de l'intégrale, comme on l'a utilisé tout à l'heure, je n'ai pas précisé que c'était la linéarité. On a donc une intégrale de la variable t, donc f de t moins f de x0.
La valeur absolue de ce produit, c'est le produit des valeurs absolues. On majore la valeur absolue de l'intégrale par l'intégrale de la valeur absolue. Une fois de plus, on ne sait pas si petit x0 est plus grand ou plus petit que... enfin, pardon, si petit x est plus grand ou plus petit que x0, donc il faut remettre une deuxième grande valeur absolue tout autour. Même raisonnement que tout à l'heure. Et maintenant, on continue, on termine à la main, on se fixe un epsilon strictement positif. On utilise la continuité de f en x0 qu'on n'a pas encore utilisé à part sur le fait que l'intégrale n'existe que si petit f est continu. On va utiliser encore la continuité de f en x0. Pourquoi ça? Parce que vous voyez que là on a du f de t moins f de x0 et quand x tend vers x0, le t va être très proche de x0. Donc f est continu en x0, ça signifie donc qu'il existe un delta, c'est-à-dire un certain intervalle centré en x0 de longueur delta, tel que pour tout x dans cet intervalle-là, et x dans i, la différence f de x moins f de x0 est plus petit que epsilon. C'est la traduction, la définition de la continuité en x0. Donc si on prend un x qui est compris entre x0 moins delta et x0 plus delta, et qu'on prend un t comme ici, compris entre x0 et x. Imaginez bien, on a un intervalle ici qui est centré en x0, le x il est à droite ou à gauche, et le t est coincé entre x et x0, ou bien de l'autre côté, le pouce s'est monté. Faites un dessin, vous allez comprendre. Et bien dans ces cas-là, donc pour tout t compris entre x0 et x, on peut utiliser la définition qui est au-dessus, c'est-à-dire f de t moins f de x0 est plus petit que epsilon. Donc reprenons le quotient qui est ici, on le retrouve là, on le majore par ce qu'on a ici, mais le f de t moins f de x0, on peut le majorer par epsilon. On a donc à nouveau une fonction constante epsilon à intégrer entre x0 et x. Ça, c'est donc la longueur x moins x0, donc en valeur absolue, fois epsilon. Les x moins x0 se simplifient, il reste plus petit qu'epsilon. On a donc démontré que pour tout epsilon strictement positif, on pouvait trouver un certain delta, c'est-à-dire un intervalle autour de x0, donc c'est-à-dire pour des x qui sont suffisamment proches de x0, la différence ici est plus petite que epsilon. Pour des x très proches de x0, ceci est aussi petit qu'on veut. Ça signifie donc que le quotient fa de x moins fa de x0 sur x moins x0 est aussi proche de x0 qu'on veut, c'est-à-dire qu'il tend, quand x tend vers x0, vers f de x0. On a bien donc démontré que fa est dérivable, et en x0, le nombre dérivé de fa, c'était petit f de x0. Voilà pour le théorème fondamental de l'intégration.